Selon toi, la première cause de fermeture des cabinets bien-être et de thérapie? Comme tu le sais, malheureusement, énormément de praticiens et thérapeutes, des sophrologues, des naturopathes, des kinésiologues, des hypnothérapeutes, des praticiens en hypnose abandonnent leur activité au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Je peux me risquer à une statistique, on peut gentiment parler de plus de 80%, peut-être plus, de praticiens et thérapeutes qui, arrivés à un certain moment, se disent ce n'est plus rentable ou ce n'est plus tenable, ce n'est plus, voilà, c'est impossible pour moi de développer mon cabinet. Dans cette vidéo, je vais te parler de la première cause, en fait, du premier serial killer des cabinets en bien-être. On en parle juste après le jingle. Alors malheureusement, énormément de thérapeutes et de praticiens, des sophrologues, comme je l'ai dit, des naturopathes, etc., baissent le rideau, finalement, abandonnent, jettent l'éponge, quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans d'exercice. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cet abandon, alors qu'un cabinet bien-être, c'est plus qu'un cabinet bien-être pour le praticien, c'est un rêve, c'est la concrétisation de quelque chose, un aboutissement d'un cheminement et le début d'un autre cheminement. Donc qu'est-ce qui fait que ces praticiens, ces thérapeutes, à un moment ou à un autre, se disent « je vais abandonner mon rêve, je vais abandonner mon projet de vie ». Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur le petit pouce bleu, me laisser un petit like, et puis tu vas voir quand tu vas t'abonner, il y a une petite cloche qui va apparaître, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications, les nouvelles vidéos à venir. Et dis-moi aussi en commentaire, est-ce que tu es, finalement, est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Est-ce que peut-être que toi-même, tu es dans une situation où tu commences à te poser des questions? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que réellement on peut vivre de ces activités-là? Donc tu me diras en commentaire. Très souvent, pour le commun des mortels, on abandonne une activité commerciale, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la procrastination. Je dis voilà, je procrastine trop, je remets au lendemain ce que je dois faire aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que peut-être que je n'ai pas de méthode, je ne sais pas comment on développe une activité techniquement, concrètement. C'est une question qui revient très très souvent dans les échanges que j'ai avec les thérapeutes. Comment je fais concrètement pour faire avancer mon activité, pour développer mon activité? Quelles sont les étapes, quels sont les outils? Est-ce que je dois être sur Facebook? Est-ce que je dois monter un blog? Est-ce que je dois créer un site internet? Est-ce que je dois faire du référencement, etc. Donc c'est des questions, c'est des réponses qu'on donne finalement à ces questions-là. La troisième cause la plus probable aussi, c'est la solitude. La solitude de développement, la solitude de l'entrepreneur. Hein. Quand on développe un cabinet en bien-être, on est seul face à son rêve. C'est-à-dire que quand on a fait sa formation, quand on a terminé sa formation, très souvent, on est chargé à bloc, on a cette énergie-là, on se dit voilà, je vais déplacer des montagnes. Et puis quand on rentre entre guillemets, dans le marché du travail, là les choses se corsent un petit peu parce que finalement c'est comme un gouffre. On a le vertige, c'est-à-dire qu'on se jette dans le vide. Plutôt les écoles elles nous forment à être praticiens et thérapeutes, et puis elles nous jettent comme ça gentiment, et disent allez, envole-toi. Alors le problème c'est que on ne s'envole pas si on n'a pas les capacités, si on n'a pas les outils. Un oiseau qu'on jette du nid d'une falaise 2 jours après sa naissance, il ne sait pas voler. Donc c'est pas en lui disant regarde, tu as des ailes, donc théoriquement tu peux y arriver, qu'il va y arriver. Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Donc dans cette chute-là, cette supposée chute, l'oiseau est seul, donc le praticien est seul, et il doit, dans sa chute, d'ailleurs c'est une citation que j'aime bien, qui dit que un entrepreneur, finalement, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et puis qui fabrique ses ailes dans sa chute. C'est-à-dire que dans le cheminement, dans le développement de son activité, il va apprendre sur le tas à développer des outils ou à utiliser des outils qui existent. Donc ça, c'est les trois raisons. Il peut y avoir aussi une quatrième, il y en a plein, hein, il y a pléthore de raisons et de prétextes pour flinguer son cabinet. L'autre raison, c'est le contexte. Hein. Ça peut être un contexte familial, ça peut être un contexte économique, ça peut être aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est le Covid, la Covid. Mais il peut y avoir plein d'autres contextes. Mais en vrai, je repose la question, qu'est-ce qui fait finalement quelle est la première cause de fermeture des cabinets bien-être?
Et alors, je ne vais pas faire durer le suspense. Par expérience, la première cause qui fait qu'un cabinet finalement périclite, ce n'est ni la solitude, ni le contexte, ni tout ça. Ça vient après. En fait, ça, c'est une matérialisation un petit peu de cette raison-là. La première raison de fermeture des cabinets, c'est la peur. C'est la peur et la trouille qu'on a en fond de soi. Cette peur-là, généralement, elle nous enferme dans un schéma de réflexion, dans un schéma d'action ou d'inaction. Par exemple, la procrastination est une... Alors, vu de l'extérieur, c'est de la fainéantise, mais en vrai, quand on procrastine, ce n'est pas parce qu'on est feignant, mais c'est parce qu'on a peur. Alors, soit il y a une peur de quelque chose, de l'accomplissement de quelque chose, soit c'est un désalignement avec ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'aime pas du tout faire des choses qui peut-être nous amènent à une situation qui ne nous correspond pas. Mais au final, c'est la peur qui dicte quasiment toutes nos actions au quotidien. Et c'est ce qui bloque énormément de praticiens dans le développement de leur activité. Alors comment cette peur se matérialise dans le processus d'échec d'un cabinet bien-être? Premièrement, concrètement, on a vraiment la trouille de se montrer, de se rendre visible. On a le rapport qu'on a à notre image, et puis au-delà de ça, le rapport qu'on a avec notre image intérieure, notre estime de soi, est parfois très écorché. Quand on arrive dans ces métiers-là, on n'arrive pas, voilà, on n'est pas une nouvelle personne, c'est toujours nous, avec notre passé, avec nos qualités, nos boulets, nos valises, les valises du passé qu'on ramène avec nous, qu'on dépose comme ça dans le cabinet. Si on n'a pas fait ce travail-là justement de nettoyage et de remise en question, de remise en place de certaines choses en nous, il ne faut pas croire que ça disparaît quand on se lance dans ces activités-là. Au contraire, ça prend le dessus, généralement, de manière très différente, très fourbe. Ça peut être de la procrastination, comme je t'ai dit. Ça peut être la peur de se rendre visible, la peur même de prendre une photo de soi et de la mettre, par exemple, sur son site, sur son profil. Ça, tu le vois aisément. Il y a énormément de praticiens, quand ils communiquent, ils se cachent derrière. Ça, j'en parle très souvent dans mes vidéos. Ils se cachent derrière énormément de choses. Mais au final, on ne les voit pas. Donc la peur de communiquer, et de communiquer, c'est-à-dire de se rendre visible, de communiquer réellement, vraiment, pas de mettre pas mettre des citations tout le temps, pas relayer les informations d'autres personnes, non, de communiquer soi-même sur son activité, de se montrer, la peur de livrer aussi ses sentiments, d'apparaître comme quelqu'un de normal, de fragile, avec ses fragilités, parce qu'il y a une idée qui est sous-entendue, il y a une croyance qui voudrait que pour développer ton activité, il faut que tu apparaisses comme un expert. Donc, ça c'est vrai, il faut apparaître comme un expert. Il faut l'être d'ailleurs, il ne faut pas apparaître. Ça apparaît quand on l'est. Mais on se dit, voilà, je vais adopter une certaine posture de l'expert et donc je vais communiquer de manière très froide. Et puis ça nous arrange finalement parce que ça nous permet de ne pas trop nous dévoiler finalement. Il y a aussi la peur d'assumer en fait son rôle de praticien, de thérapeute, son métier. Dit comme ça peut faire sourire, mais très souvent, on a peur d'assumer c'est-à-dire, si on dit, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis thérapeute en hypnose. Bon, c'est fade, ça ne dit pas vraiment qui on est. Alors que si je te dis, tu fais quoi dans la vie? Je suis praticien en hypnose, j'accompagne les personnes, par exemple, qui sont bloquées dans leur vie, à vivre la vie qu'ils veulent, ou à dépasser tel ou tel problème, ou à exploser tel truc, ou à kiffer leur vie. Tu vois, ça c'est beaucoup plus intéressant. Mais très souvent, on a peur en fait d'utiliser ces mots-là. Pourquoi? Parce qu'on a peur, derrière cette peur d'utiliser ces mots forts, ces mots qu'on utilise dans tous les jours, et ces mots qu'on utilise intérieurement aussi quand on se parle. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Le langage intérieur est beaucoup plus cru, et beaucoup plus direct, et beaucoup plus émotionnel que le langage extérieur. Et donc, on a quelque part peur finalement de se mouiller, et donc on reste dans les clous. Enfin, pour nous, on reste dans une logique très froide, très limite médicale, c'est-à-dire qu'on communique comme un médecin, et ça dénote non pas un égocentrisme, mais plutôt une peur. Donc c'est toujours la peur qui est là. Et découle de cette peur en fait de s'assumer, la peur de promettre, d'avoir ce qu'on appelle une promesse en marketing, une promesse thérapeutique, forte, pleine. Par exemple, le fait de dire j'accompagne, je t'aide à retrouver ton estime de soi. Et quand on a peur et quand on n'a pas encore la validation de
sa compétence en tant que praticien, quand on n'a pas encore ça, parfois on l'a, hein, mais cette peur, elle est dominante, c'est-à-dire elle est irrationnelle. On peut être extrêmement compétent, mais continuer à avoir peur, justement. Et quand on n'a pas cette affirmation de soi et de sa thérapie, on n'est pas réellement vraiment sûr, non pas de la thérapie, parce que la thérapie, généralement, elle marche, de soi-même, de sa capacité à le faire, de sa légitimité, eh ben, on va avoir du mal à promettre. On va dire non, je ne peux pas promettre ça parce que on a une obligation, on se cache derrière ça. On a une obligation d'effort et non pas de résultat. Sauf que quand on est thérapeute et puis que les gens qui sont en face, qui ont besoin de nous, nos consultants, nos futurs clients, ils ont besoin d'entendre cette promesse. Ils ont besoin qu'une personne leur dise « je vais t'aider à faire telle ou telle chose » ou à cheminer vers cette chose-là. Ils ont besoin de cette promesse pour prendre une décision, pour les aider à se dire « ok, cette personne me dit ça, voilà, ça me booste, ça me valide le fait que c'est possible de changer, c'est possible d'arriver à tel ou tel objectif, résultat. » Et ça, c'est très important. Et tout ça, en fait, dis-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as? Est-ce que tu ressens cette peur-là? Peut-être au niveau de la communication, peut-être au niveau de l'affirmation de soi, de toi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho dans ta vie, en tant que praticien, en tant que thérapeute, ou c'est quelque chose peut-être que, avant même de commencer à pratiquer, c'est quelque chose qui te travaille? Donc, dans cette vidéo, je t'ai parlé d'un élément qui est très important, qui n'est pas visible, qui va au-delà justement de toutes ces causes qui peuvent être, qui sont réelles d'ailleurs, hein, je ne dis pas qu'elles ne sont pas réelles, mais qui sont secondaires pour moi, et qui découlent de cette peur qu'on a. C'est une peur qui est cachée, elle est existante, elle est prédominante parfois, mais elle est cachée, elle se cache derrière énormément de causes. Et puis le praticien se dit, le thérapeute se dit, voilà, je ne développe pas mon activité parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas de ressources, j'ai pas de... Et finalement, c'est cette peur-là qui, si on la laisse continuer, aura raison de ton activité, qui va tuer, assassiner ton cabinet bien-être. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur le petit pouce bleu. Et quand tu vas t'abonner, tu vas voir, il y a une petite cloche, il faudra cliquer dessus pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose que tu vis actuellement. Et voilà, donc je te dis à tout de suite dans les commentaires.